Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme invité deux des membres du Quatuor Zaïd. Charlotte Maclay, bonjour. Bonjour. Leslie Boulin-Rollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement premier violon et deuxième violon du Quatuor Zaïd. Alors vous, c'est fonction... Charlotte Maclay que vous occupez depuis 2017 et vous, Leslie Boulin-Rollet, depuis 2014. Donc un quatuor qui est constitué depuis 2009. Vos fonctions, entre guillemets, de premier violon et deuxième violon, c'était naturellement établi dès le départ, parce qu'on a l'impression que chacune de ces fonctions correspond en même temps à des personnalités très déterminées. Non pas qu'il y en ait une qui serait plus extravertie que l'autre, parce qu'a priori ce n'est pas le cas, mais une qui joue peut-être le rôle d'une assise, qui structure le quatuor, et l'autre qui a peut-être un élan plus soliste. Enfin, je ne sais pas comment on peut répartir ces rôles selon vous. Eh ben, je pense que chaque quatuor a peut-être une réponse un peu différente. En tout cas, pour nous, c'était vraiment une évidence. Je dois dire qu'avec Leslie, on se connaît depuis l'âge de 8 ans. Donc, on a eu le temps d'explorer nos différences et nos complémentarités. Pour parler de mon rôle de premier violon, je le vois vraiment comme un rôle d'inspiratrice. Je pense que ma mission, c'est de toujours mettre une petite lanterne pour emmener vers quelque chose, que je sois sûre de vers quoi je vais ou pas. Il y a du bluff aussi dans ce métier. Mais c'est surtout de pouvoir toujours faire rêver, de toujours donner l'envie d'aller vers quelque chose. C'est comme ça que je vois mon rôle. Et le rôle de deuxième violon, alors ? Et moi, mon rôle de deuxième violon, c'est vrai que ça fait complètement partie de ma personnalité. J'ai les pieds bien dans la terre. Je suis une personne très stable, qui comprend et qui est très empathique. Et du coup, j'ai un espèce de rôle de prendre le premier violon, l'alto avec moi et de faire un peu le liant dans tout ça, et aussi de faire en sorte que le premier violon puisse chanter sans tomber et de faire le lien avec ma collègue altiste qui on est vraiment les voix du milieu pour vraiment donner toute la couleur. Charlotte va donner vraiment les lignes et nous on va remplir de plein de couleurs à l'intérieur de la texture. Voilà. L'altiste qui est Sarah Chenaf et bien sûr Juliette Salmona au violoncelle. Alors là je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un disque magnifique. C'est toujours des disques non seulement magnifiques que vous faites paraître, Quatuor Zaïd, mais aussi avec des programmes très originaux, avec des compositeurs très connus, mais vous arrivez avec ces compositeurs très, très connus, il y a eu Mozart, il y a eu Beethoven, à trouver un chemin toujours original. Alors là, cet album qui vient de paraître pour le label Nomade Music s'appelle Invisible, un hommage à l'amour et à l'amitié avec Fanny et Félix Mendelssohn et Clara et Robert Schumann, avec des liens à la fois d'amour et d'amitié. Il y a les liens très très forts, fraternels, qui unissaient Félix et Fanny Mendelssohn. Félix qui est mort très peu de temps après sa sœur. Et puis on va peut-être parler de l'opus 80, son dernier quatuor, puisque vous avez interprété sur ce disque un quatuor de Fanny Mendelssohn et un extrait de des pièces opus 80, qui sont des pièces, je crois, posthumes, enfin qui ont été réunies à titre posthume dans l'œuvre de Félix Mendelssohn. Et puis il y a ce deuxième quatuor de Robert Schumann, cet amour qui unissait Clara et Robert Schumann. Ce deuxième quatuor et des variations de Clara Schumann sur un thème de Robert Schumann. Comment est venue l'idée au départ d'illustrer ces quatre figures ? Est-ce que vous avez pensé à vous consacrer uniquement à Fanny et Mendelssohn et Clara Schumann, ou alors déjà, tout de suite s'est imposé le... Finalement, les quatre compositeurs se sont imposés ensemble. On avait vraiment envie de raconter une histoire de famille. Au début, on voulait l'appeler un air de famille. Et puis en fait, on a trouvé Invisible aussi parce qu'on avait vraiment envie de rendre un hommage aux femmes invisibilisées, évidemment, à cette époque. Faut rappeler que Fanny Mendelssohn n'a jamais entendu la musique de son vivant. Le quatuor n'a jamais été joué de son vivant.
C'est un quatuor qu'elle a écrit à 29 ans. Ouais, c'était un magnifique. génie aussi, et on n'en parle jamais en fait. Et ce quatuor n'est pas assez enregistré, n'est pas assez joué. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de faire sortir cette œuvre de l'invisibilité. Elle est magnifique, c'est vraiment un bijou de chez Bijoux. Il faut absolument que les gens sachent la bonne nouvelle de ce quatuor. C'est magnifique. Mais oui, les 4 compositeurs se sont imposés en même temps, et on avait vraiment envie de célébrer l'amour, l'amitié dans toutes ses formes, et aussi bien pour les 4 compositeurs que pour nous 4. C'était le moment de la célébration de toutes ces unions. Voilà. Ce quatuor de Fanny Mendelssohn qui est magnifiquement écrit et qui est une beauté vraiment exceptionnelle. Est-ce que c'est une musique très très bien écrite pour le quatuor ou... Ah, c'est tellement bien écrit. C'est vraiment naturel. C'est magnifique. Enfin, peut-être Charlotte, tu veux dire quelque chose? Oui, c'est très bien écrit et je dirais qu'il y a quelque chose d'assez rare avec, c'est que c'est une pièce qu'on a souvent l'occasion de jouer en concert et que les gens entendent souvent pour la première fois et la réaction est immédiate. C'est-à-dire que c'est un quatuor qui est d'une telle qualité que même des gens qui ne l'ont jamais entendu de leur vie sont touchés, veulent immédiatement courir se l'acheter ou comprennent pas qu'ils ne l'aient jamais entendu. Donc il y a vraiment, on est vraiment en face d'un chef-d'œuvre. Alors, on connaît les liens qui unissent Fanny et Félix Mendelssohn. On dit même qu'il a fait éditer des œuvres qu'elle avait composées sous son propre nom. Mais vous avez choisi, non pas de faire un disque l'un contre l'autre, mais de jouer aussi la musique de Félix Mendelssohn, avec un extrait de cet opus 81, qui est une œuvre qu'on entend plus rarement que ces quatuors. Et pourquoi vous avez choisi cette œuvre, ce Capriccio qui justement a été édité, je crois, après la mort de Mendelssohn, ne fait pas partie du corpus de quatuor habituellement joué. Justement, il fait partie des œuvres qu'on trouve magnifiques, pareil, et qui ne sont pas assez jouées. Parce qu'on joue, voilà, évidemment, tous ces quatuors. Mais aussi, on trouvait que... Donc, il y a 2 parties dans ce petit Capriccio. Partie lente du début, très chantée. Puis ensuite, ça fait une espèce de danse qui tourne, et c'est une espèce de fugue, et ça fait vraiment danse, et ça ressemble beaucoup au 4e mouvement de Fanny Mendelssohn, et du coup vraiment pour nous c'était évident de les mettre ensemble. Vous entendrez. Ah mais j'ai entendu déjà. Alors chacun de vos disques répond à un projet très précis. Il y a des disques magnifiques de musique française, notamment avec Karine Dehaye, Jonas Vito. Il y a eu un disque avec un arrangement pour quatuor à cordes d'extrait de la flûte enchantée de Mozart. Alors ça aussi c'était très inattendu. Et votre dernier disque, j'avais pas eu l'occasion d'en parler avec vous, si vous permettez juste un détour par ce dernier disque avant de revenir à ce disque invisible, était consacré à un arrangement de la sonate à Kreutzer. Vous étiez aux côtés d'un magnifique violoncelliste, Bruno Delpeler, qui est également violoncelle solo de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Comment vous aviez eu l'idée de jouer cette œuvre, cette sonate à Kreutzer en version quatuor En fait, on prenait des cours en Hollande avec Bill Sma et sa femme Vera Bess. Et ils nous avaient donné les partitions, les facsimilés de cette œuvre qu'ils avaient joué une fois ou deux. Ils avaient dit mais ça, il faut les enregistrer, c'est magnifique. Et bon, on connaissait pas trop. Et en effet, on les a déchiffrés avec un ami violoncelliste à Paris. Oh, mais c'était incroyable cette musique, ça donnait des frissons partout. C'était mais tellement rock'n'roll. Et on s'est dit, parce que moi en tant que violoniste, je l'ai joué la sonate avec piano, mais là c'est en quintette à 2 violoncelles, vous vous rendez compte, toutes les cordes, toutes les nuances, tous les effets qu'on peut faire avec les archets. Enfin, je veux dire, moi je le trouve 10 000 fois plus beau que la sonate à Kreutzer pour violon et piano, quoi. Non, moi je dirais pas comme vous, moi je dirais que les deux sont magnifiques, et les deux sont d'un bonheur complémentaire, mais c'est vrai, oui. Vous êtes quartettiste, vous prêchez pour votre paroisse. Bien sûr. Leslie Moulin-Rollet. Alors comment ça se passe le travail de votre quatuor? À chaque fois, donc, vous faites paraître des disques avec des projets très différents, mais le travail au quotidien, que vous réunissez, par exemple quand vous voulez créer une œuvre que vous n'avez pas encore interprétée, chacune a travaille de son côté, ou alors vous déchiffrez tout ensemble et puis après vous allez travailler de votre côté, vous déchiffrez des pages et des pages. Déjà, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, que nos CD sont des programmes qui
qui sont un peu particuliers. C'est vrai que ce qu'on aime et ce qui nous anime, c'est vraiment de raconter des histoires. Et donc de raconter des histoires en musique, mais aussi avec la structure du programme et d'inventer nos propres histoires et de les partager avec le public. Et c'est quelque chose qui nous amène dans plein d'univers différents. Le quatuor ne se cantonne pas du tout à une époque ou un style. Et vraiment, quand on aborde une époque, on fait beaucoup de recherches. En fait, par exemple, quand on a enregistré le CD Amadeus, dédié à Wolfgang Mozart, on a changé notre tenue d'archet, on a enlevé le vibrato, on a utilisé des articulations d'origine classique, même baroque. Et puis le dernier disque qu'on vient d'enregistrer, Invisible, là on est allé vraiment chercher le grand romantisme allemand, et c'est une technique instrumentale très différente. C'est-à-dire qu'on tient l'archet plus bas, on change la façon de gérer l'archet. Bref, donc ça déjà, ça nous occupe pas mal dans les répétitions, parce que chaque projet est en effet un laboratoire où on va recréer ensemble un langage original qui n'est pas déclinable en fait. Voilà, le son du Quatuor Zaïd, c'est ce projet-là. On fait ses recherches et on donne ça. Donc ça, c'est une recherche qui prend beaucoup de temps et qui est fascinante et qu'on aime énormément faire. Mais ça veut dire que pendant un même concert, vous pouvez pas jouer des époques différentes si vous pouvez si, bien sûr. Oui, bien sûr. Si on joue du Haydn ou du Mozart, et puis ensuite on peut jouer du Schumann, mais on va pas jouer de la même manière. Le son sera pas le même. Enfin voilà, non, c'est sûr que la rhétorique sera pas la même, la manière de phraser les choses, c'est pas les mêmes langues, c'est pas les mêmes, voilà, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes inflexions. On peut pas tout jouer pareil en fait. Enfin nous, c'est ce qu'on pense, voilà. Évident. Et aussi dans notre approche de la musique, vraiment, on a une technique de quatuor qu'on est en train de développer qui est assez personnelle car elle inclut aussi pas mal de méditation. Et donc, des manières différentes d'écouter et de jouer et de se mettre ensemble, de se connecter à quatre. Et ça c'est un laboratoire encore très très large car c'est sur la manière de se parler, c'est sur notre manière de vivre, c'est sur notre manière d'aborder un sujet. Donc voilà, on a vraiment notre manière de travailler. En effet, c'est fascinant. Et ça, c'est une idée qui vous est venue à vous quatre ou alors c'est sous l'influence de maîtres parce que vous avez eu notamment Gabor Takacs et d'autres maîtres, comme toujours en matière de quatuor, il y a toujours une filiation. Mais là, c'est cette histoire de méditation, de méditation, c'est venu naturellement ou... Alors, c'est quelque chose qu'on fait toutes les quatre, mais que Leslie et moi-même pratiquons depuis plus de 20 ans. Donc, on a eu des maîtres. Pas depuis l'âge de 8 ans, quand même. Non, alors là, pour le coup, depuis l'âge de 18 ans, par contre. Mais on a eu des maîtres de méditation. Alors là, c'est un autre genre de maître, mais qui est très complémentaire des maîtres qu'on citait, comme Gabor, dans la musique. En effet, je dirais que chaque maître nous a apporté plein de choses. Gabor Takacs nous a apporté les accents, la musique hongroise, la joie. On a eu le maître allemand Atto Bayerle qui nous a amené la rhétorique. Membre du Quatuor Berg. Voilà. Chaque maître nous a apporté vraiment des choses très concrètes dans le quatuor. Et puis, après, avec tout ça, nous, on fait notre propre... Votre propre sauce. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est, je ne sais pas si vos auditeurs savent comment fonctionne le quatuor à cordes, mais on parle souvent de mariage à quatre. Et en fait, il s'agit vraiment d'une proximité énorme, en fait, parce que c'est des heures de répète chaque jour, des voyages ensemble. C'est vraiment une proximité qui n'a pas d'équivalent dans les autres formations. Et c'est ça aussi, quand on parlait de méditation, de pourquoi est-ce qu'on fait ce travail, c'est que, en fait, pour avoir une belle relation avec qui que ce soit, ça se travaille aussi. Et en fait, nous, dans notre approche, il n'y a pas vraiment de dissociation entre le travail musical et le travail humain. Et donc, on est toutes les quatre dans une recherche d'aller vers plus de, je sais pas, plus de générosité, plus de compréhension, plus de respect, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans nos vies personnelles.
Oui, alors quand on évoque le quatuor, justement, et le travail du quatuor, il y a des quatuors comme le quatuor Amadeus, ou quand Peter Schilloff, l'altiste, est mort, le quatuor, justement, n'a pas pu continuer, parce que tellement il y avait des liens très très forts entre les quatre. Puis il y a des quatuors, justement, il y a l'air d'y avoir de la tension, il y a des membres qui partent, d'autres nouveaux qui arrivent. Effectivement, quand on discute avec des quartettistes, ils se voient beaucoup plus que des mariés entre eux, ou des concubins, ou des concubines, ou d'autres. Enfin, il y a des liens... des présences qui sont beaucoup plus fortes. C'est ça dont on avait aussi envie de parler. En fait, un des sous-titres secrets qui apparaît peut-être dans le disque Invisible, c'est tous ces liens invisibles entre nous aussi. Donc, comment est-ce qu'on crée, vous posiez la question tout à l'heure, comment est-ce qu'on crée cette histoire ? Comment est-ce qu'on met en regard l'amour de Clara pour Robert ? Et ça, c'est des choses qu'on avait envie de montrer avec ce disque. D'aller chercher toutes ces relations toutes fines entre les notes, entre les émotions, entre nous quartettistes, entre ces compositeurs et compositrices. En même temps, vous parliez du destin finalement assez triste de Fanny, quoique il est triste a posteriori, parce que je ne suis pas sûr qu'elle avait une conscience que sa condition de femme et de femme d'une famille très bourgeoise l'empêchait de s'émanciper sur le plan de la compositrice. C'est peut-être qu'elle avait tellement intégré le fait qu'elle ne pouvait pas le faire. Honnêtement, je pense qu'elle souffrait vraiment du fait qu'elle ne pouvait pas être compositrice elle-même et qu'elle voyait son frère faire tout ce qu'il voulait, être joué par des orchestres, et elle ne pouvait pas. Et qu'elle jouait, sa musique était exclusivement jouée dans un salon. Frustration, oui. Mais quoi qu'il en soit, quand on écoute ce disque sans savoir ce qu'il y a derrière, il est très lumineux, ce disque. Parce que le quatuor de Fanny Mendelssohn, très lumineux, musique très, très ensoleillée. Vous terminez ce disque avec aussi un des très grands chefs-d'œuvre du quatuor à cordes par un compositeur dont les quatuors ne sont pas les plus joués non plus, qui est Robert Schumann. On joue plutôt sa musique pour piano ou ses leaders ou d'autres musiques de chambre comme son quintet, mais les quatuors ne sont pas les plus joués. En tout cas, ce quatuor numéro 2 n'est pas en effet le plus joué. Il est très difficile, mais on l'a choisi... Très difficile, comme tous les quatuors sont difficiles. Je ne connais pas de quatuors qui ne sont pas difficiles. On l'a choisi parce qu'il était vraiment le plus lumineux des trois. Et c'est vraiment un cadeau à Clara, et il est printanier, il est frais, ce qui est quand même assez rare chez Schumann. Il commence d'ailleurs par un thème très chantant, cet Allegro vivace du deuxième quatuor de Schumann. C'est une musique tellement pleine d'allégresse. Exactement. Mais est-ce que c'est une musique... parce que Robert Schumann, il y a quand même dans une musique comme ça aussi pleine de vigueur, il y a quand même toujours un côté torturé chez Robert Schumann. Est-ce que ça se sent quand on joue cette musique ? Oui, on le sent quelquefois, par exemple dans le deuxième mouvement. Il y a vraiment des moments où alors la musique, tout l'espace se rétrécit, mais ça dure pas longtemps. Contrairement au troisième quatuor, par exemple, où là vraiment c'est un hymne à la nostalgie. Alors que là vraiment c'est toujours dans le jeu, dans la fraîcheur, dans l'action. Il va vraiment vers l'avant, de l'avant, ce quatuor. Et alors donc il y a une œuvre aussi, alors que je ne connaissais pas dans cette version quatuor, c'est une commande que vous avez faite, vous en tant que quatuor Zaïd, des variations sur un thème de Robert Schumann par Clara Schumann. Ça c'est une commande que vous avez passée, vous. C'est oui, une œuvre pour exactement. piano. En fait on voulait mettre en regard Robert et Clara. Oui, elle n'a pas écrit de quatuor. Non, Clara n'a pas écrit de quatuor. Mais c'est un cadeau qu'elle a fait à Robert. Donc pour nous, c'était vraiment important d'avoir ça vraiment dans notre répertoire de quatuor, d'avoir une œuvre de Clara. Et donc on l'a commandé à notre arrangeur de génie, Éric Mouret, qui connaît très bien cette musique, qui nous connaît très bien. Et donc il a fait ce thème et variations pour quatuor, et c'est brillant. Oui, c'est une musique magnifique. Mais enfin, quand on parle de Clara Schumann, c'est quand même pas le même destin que Fanny Mendelssohn, parce qu'elle a fait une très belle carrière de pianiste. Elle a fait une belle carrière de pianiste, mais elle n'a pas fait de carrière de compositrice. Oui, c'est vrai. Mais enfin, elle a eu quand même une carrière publique. Oui. Et puis, elle a vécu, je crois, 40 ans après la mort de Robert Schumann. Donc, matériellement, elle a été confrontée à des difficultés qui n'ont amené... Ils avaient beaucoup d'enfants aussi. Oui, c'est ça. Mais je pense que, quand on parle à n'importe quel artiste, tout artiste a vraiment... le fait de créer, c'est plus une nécessité, un besoin qu'un plaisir qu'on s'octroie comme ça. Oui. Donc, en fait... je pense qu'elle ait une carrière de pianiste ou non, le fait pour ces femmes de ne pas avoir pu avoir cet espace alors que
je veux dire, la musique leur brûle les mains. Je veux dire, elles écrivent toutes ces pièces et elles en auraient écrit probablement encore plus. Et pour nous, quand même, c'est vraiment très important de... Voilà, on parle d'un disque lumineux, que ces femmes trouvent leur place dans la lumière. C'est ce qu'on souhaitait faire. J'espère que le prochain ne sera pas consacré à Alma Mahler, dont la carrière aussi a été stoppée net par son mari. Mais effectivement, tous ces destins occultés, où en fait revivre une partie avec ce disque, Fanny et Félix Mendelssohn. Il y a cet opus 80. Vous n'avez pas choisi justement de jouer un quatuor de Félix Mendelssohn, un de ses grands quatuors. Vous avez choisi cette œuvre, cet opus 81, qui est un peu délaissé. Bah oui, puis c'est vrai que aussi il y a une balance, enfin un équilibre dans le CD, c'est-à-dire que il y a un gros quatuor de Fanny Mendelssohn, un gros quatuor de Robert Schumann, et du coup 2 pièces qui sont un peu plus courtes. Et c'est vrai que voilà, en effet, les quatuors de Félix Mendelssohn ont été abondamment et très bien enregistrés. Autant celui de Fanny a besoin d'être encore découvert, comme on l'a dit. Et du coup, c'était aussi bien de pouvoir mettre cette balance. Voilà, on fait un clin d'œil à Félix, il est là, ses liens d'amour sont présents, mais on prend une pièce qui peut être un peu plus courte et qui est moins connue, parce que aussi, ça mérite d'être découvert. En ce qui concerne le travail quotidien du quatuor, de votre quatuor Zaïd, comment ça se passe? C'est-à-dire, vous travaillez tous les jours, toutes les 4 ensemble, ou alors vous travaillez séparément, vous réunissez à des dates précises, ou ça dépend des circonstances? Oui, on travaille tous les jours. Tous les jours, toutes les 4. Et donc, il faut trouver des lieux aussi. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de lieux qui nous accueillent dans différents endroits. On est en résidence à l'auditorium de Dijon, et on est artiste associé de la Fondation Saint-Ger-Polignac. Donc bref, on a beaucoup de lieux qui nous accueillent. Et alors, excusez-moi d'insister sur ce travail justement quotidien. Ça vous démange alors? Oui, allez-y, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai la chance d'avoir des quartettistes avec moi. Je me permets de poser des questions justement sur tout ce qu'il y a derrière la façade. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez le temps de travailler, enfin, vous travaillez tous ces programmes qui vous sont demandés au concert ou que vous enregistrez, mais est-ce que vous avez le temps de jouer comme ça pour le plaisir des œuvres? Est-ce qu'à un moment, après une répétition, vous vous dites on va jouer ça uniquement pour le plaisir, ou il n'y a jamais dans les répétitions de moments où vous vous relâchez? Alors, je dirais que pour moi, personnellement, je ne peux pas faire une distinction aussi manichéenne entre les moments de travail et les moments de plaisir. Non, du tout. Mais c'est vrai que on enchaîne souvent notre programme en répétition et c'est un moment de plaisir. Mais le travail est aussi un moment de plaisir, une différente façon de prendre son pied, mais vraiment très agréable aussi. Il y a un pourcentage de travail personnel, parce qu'il faut arriver préparé sur les œuvres. Il y a des difficultés techniques personnelles. Et ensuite, il y a énormément de travail qui est un peu comme un travail d'architecte, en fait. Comprendre l'œuvre et la comprendre de la même façon. Et ça veut dire, comme quand on bâtit une maison, quoi. Qu'est-ce que ça sera à la base? Qu'est-ce qu'on choisit? Parce que c'est ça qui est extrêmement émoustillant dans le début du travail, c'est qu'il y a des millions de façons d'interpréter une œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir, nous? Et là, chacune de nous apporte sa pierre à l'édifice. Certaines sont plus sensibles à un type de musique qu'un autre, ont une idée géniale qu'elles ont eue pendant la nuit. Enfin, je veux dire, il y a énormément de dialogue pour créer, en fait, cet imaginaire commun qui fait qu'au moment où on va dire une phrase, on a une seule façon en tête, toutes les 4, de la dire, qui fait que c'est ça que le public va recevoir. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le son, c'est qu'en fonction des répertoires, vous cherchez un son différent. Parce que parfois, on discute avec des quartettistes, eux, ils recherchent un son de manière absolue, en fait. J'ai discuté récemment avec Joseph Kluchon du Quatuor Pražák. Eux, ils recherchaient une sorte d'idéal sonore. Ils étaient en Tchécoslovaquie communiste, c'était aussi un moyen de s'échapper de cet univers-là. Donc vous, le son, il est fonction de l'œuvre, il n'est pas fonction d'un idéal que vous avez toutes les 4 de manière absolue. Non, nous, on change vraiment de notre son en fonction de ce qu'on joue, ouais. Non, c'est très intéressant. Mais je dirais qu'il y a aussi un aspect, parce qu'on a parlé tout à l'heure de méditation, et en fait, on n'a pas dit pourquoi on faisait ça. Il y a un impact direct sur le son. C'est-à-dire que dans cette recherche de son, il y a aussi tout l'aspect qui consiste à créer des sons qu'on n'a jamais entendus, des sons qu'on ne pensait pas pouvoir faire ou pouvoir utiliser. Et ça, c'est tout un aspect, par exemple, on utilise
des visualisations, différents éléments. Quand on travaille sur Beethoven, vous parliez du disque avec Bruno de Leppeler, le Ludwig. Là, on a énormément travaillé sur les grands archétypes, sur les mythes fondateurs. Tout ça, ça crée en fait un imaginaire commun qui a un impact direct sur le son. Donc, par exemple, si on fait le son de l'eau, c'est un son qui est très différent de l'air. Si on fait un son qui est basé dans les pieds, c'est un son qui est très différent d'un son qui va venir du cœur. Tout ça, on utilise beaucoup les parties du corps. C'est des façons de créer des sons qui nous sont absolument personnels, qu'on invente et qui justement s'adaptent à chaque mini-émotion ou idée qu'on va pouvoir vouloir transcrire vers un public. Dans ce disque Invisible qui vient de paraître pour le label Nomade, vous avez voulu rendre hommage à 2 compositrices dont la carrière justement de compositrice avait été complètement mise à l'écart en leur temps, Fanny Mendelssohn et Clara Schumann. Vous avez pensé à d'autres compositrices qui ont composé de grands quatuors que vous interprétez? Vous avez eu des noms avant de penser à ces 2 génies de la musique? Il y en a beaucoup, oui. Par exemple, on a beaucoup joué l'œuvre d'Ethel Smith, qui est une compositrice extraordinaire que moi j'adore vraiment personnellement. Sa vie, je trouve ça extraordinaire, me fait beaucoup rire. Enfin, pas que, évidemment. Mais oui, on en a plein. Mais il faut... de toute façon, c'est toute une ville, Quatuor. Vous inquiétez pas, on est encore jeune, on a encore plein de choses à enregistrer. Ah non, mais je suis pas inquiet, je suis beaucoup moins inquiet beaucoup moins inquiet pour vous que pour moi, en ce qui concerne l'âge. On fait aussi beaucoup de créations, on commande des œuvres. Cette année, on a commandé une œuvre à une jeune compositrice, Cécile Buchet. Mais je dirais que dans cet album, où évidemment, il y a l'aspect d'invisibilisation des femmes dont on a parlé, mais aussi très important, en fait, qu'il y ait ces 2 hommes en balance et trouver peut-être une harmonie entre le masculin et le féminin, dans une époque qui en a bien besoin. Oui, non, et puis c'est vrai que en plus, ils ont eu Félix Mendelssohn, un compositeur mort à 39 ans. Enfin, Robert Schumann, mort, je crois, à 46 ans, fou. Et puis, avait quand même un destin terrible, parce que même Clara, après sa mort, a refusé d'éditer certaines œuvres, parce que tellement elle les trouvait hors normes. Enfin, c'est aussi des destins contrariés. C'est pas seulement... vous n'avez pas choisi de mettre Arnold Schwarzenegger en rapport avec Fanny Mendelssohn et Clara Schumann. Vous avez mis aussi 2 compositeurs en regard qui se trouvaient être le mari de l'une et le frère de l'autre, mais qui ont eu aussi des destins contrariés par d'autres raisons. C'est toujours... ce qu'on aime aussi, c'est aller débusquer l'être humain derrière la musique. Et ça, c'est un aspect qui est très présent dans ce disque. En tout cas, ce projet est magnifique, ce disque. Malgré tout ce qui se cache derrière, des destins contrariés, c'est un disque qui est complètement euphorisant. On n'a pas parlé d'un autre de vos projets qui est un hommage aux héroïnes d'opéra. J'ai vu que Catherine Clément, qui avait écrit un livre il y a, à une époque où justement le sujet n'était pas très évoqué, qui s'appelait L'opéra ou la défaite des femmes, un livre qui avait fait beaucoup parler de lui, quand vous étiez pas encore l'une et l'autre au CP à vous fréquenter, mais moi, je me souviens parfaitement de l'apparition. Elle va donner justement une conférence en prélude à un de vos concerts. Elle a donné une conférence lors du premier concert parisien qu'on a donné, et à nouveau le 11 avril au Trianon. Elle sera là et c'est quelqu'un de absolument extraordinaire, avec un franc-parler, des idées fortes. Enfin, vraiment, ça vaut le coup de venir à la conférence en première partie. Non, mais du la concert. conférence, c'est au concert. Donc c'est un concert, c'est un programme que vous donnez avec un chanteur Oui, alors c'est un programme avec le contre-ténor Théophile Alexandre. C'est un projet qu'on a eu envie de faire. En fait, on regardait un peu la liste des héroïnes, des grands airs de soprano, qui sont ceux que Théophile, avec sa voix, peut chanter en les descendant légèrement. Et en fait, en tirant sur le fil, on s'est rendu compte petit à petit que quasiment la totalité de ces héroïnes avaient un destin épouvantable, qu'elles soient empoisonnées, poignardées, mortes d'amour, poitrinaires, mortes, ressuscitées, remortes, enfin, etc. J'en passe. Mais qu'il semblait que pour être applaudies sur les planches, ces femmes devaient beaucoup souffrir, et que c'était ça qu'on aimait à regarder. Ce qui était absolument pas le cas avec leurs homologues masculins, qui ont des rôles... Il y a quand même toujours le baryton qui a un rôle de sale type. Oui, qui
c'est également catalogué. De toute façon, en général, ils sont braves et pas forcément très dans la réflexion. Mais en tout cas, voilà, on pourrait faire un Nos hommes qui serait intéressant aussi. Mais on a décidé de commencer par Nos dames, juste pour déjà rendre hommage à toutes ces héroïnes et poser aussi une question de société. Parce qu'on a donc inversé les rôles. C'est le Quatuor Zaïd, quatuor féminin, qui a pris la direction musicale. C'est nous qui avons commandé les arrangements à notre arrangeur Éric Mouret. Et Théophile Alexandre qui chante ses airs de femme. Et voilà, donc c'est un très beau spectacle, un très beau disque. Mais derrière ça, il y a aussi la question, comment se sent-on quand on entend un homme prononcer ces mots, parce que c'est quelque chose qu'on ne rencontre jamais. Donc il y a toute cette réflexion, et donc inspirée à la base par le livre de Catherine Clément. En tout cas, voilà des très beaux projets. Et je rappelle la parution de ce disque Invisible, Fanny et Félix Mendelssohn, Clara et Robert Schumann, unis par la fraternité, l'amour ou l'amitié, ou tous ensemble, que vous interprétez avec toutes ces œuvres sublimes pour le label Nomade Musique. Eh bien, il me reste Charlotte Maclay et Leslie Boulin-Roulet, toutes deux membres du Quatuor Zaïd, à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Merci beaucoup, merci de nous inviter. Merci Frédéric. Pour illustrer cet entretien avec les violonistes Charlotte Maclay et Leslie Boulin-Roulet, membres du Quatuor Zaïd, je vous propose d'écouter ce quatuor interpréter le quatuor à cordes de Fanny Mendelssohn. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre magnifique. Bonne fin de soirée sur RCJ.